Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas juste disséquer une forme poétique comme on le fait d'habitude. Non, on va suivre la vie d'un poème, une véritable biographie, avec sa naissance, son heure de gloire, sa quasi-disparition et puis sa renaissance spectaculaire. Ce poème, c'est la ballade. Et notre but, ça va être de comprendre comment une simple structure de vers a pu traverser les siècles en changeant complètement de visage. La question qui va nous guider, notre problématique, c'est donc celle-ci. Comment est-ce que la ballade, une forme qui vient tout droit du Moyen-Âge, a réussi à survivre et à se transformer pour coller aux nouvelles modes, notamment celles de l'époque romantique? Pour répondre à ça, on va suivre un plan simple en 3 temps. D'abord, on va voir ses origines, son âge d'or au Moyen-Âge, ensuite sa grande traversée du désert à l'époque classique, et enfin son incroyable comeback au XIXe siècle. C'est parti. Bon, commençons par les bases, la carte d'identité de la ballade médiévale. C'est une structure assez stricte, très codifiée. En gros, vous prenez 3 grandes strophes qui ont toutes le même nombre de vers et le même schéma de rime. Le truc super important, c'est que chaque strophe doit se terminer par exactement le même vers. C'est ça le fameux refrain. Et pour finir, on ajoute une petite demi-strophe qu'on appelle l'envoi, qui sert de dédicace et qui, bien sûr, reprend le refrain une dernière fois. Gardez bien cette structure en tête, c'est notre point de départ. Et là, attention, point essentiel. À l'origine, la ballade, ça ne se lit pas dans un livre en silence. Pas du tout. C'est une forme qui est faite pour être chantée et même parfois dansée. D'ailleurs, son nom vient du verbe baller, qui voulait dire danser. Un des plus grands artistes de l'époque, Guillaume de Machaut, qui était à la fois poète et compositeur, a mis quasiment toutes ses ballades en musique. C'était en quelque sorte les tubes du XIVe siècle. Ce qui est vraiment fou avec cette forme, c'est sa polyvalence. Imaginez, avec la même recette, on pouvait créer des plats complètement différents. D'un côté, on avait les poèmes d'amour courtois, la fameuse fine amour, cet amour impossible, idéalisé, où le poète se lamente. Et de l'autre côté, on pouvait utiliser exactement la même structure pour faire de la critique politique, avec des fables qui mettaient en scène des animaux pour parler des puissants. 2 ambiances, un seul format. Pour que ce soit plus concret, regardons cet extrait de Machaut. C'est un exemple parfait de la fin d'amour. La femme qu'il aime est tellement cruelle qu'il imagine qu'elle a une vipère, un scorpion, un basilic dans le cœur. Ces métaphores animales sont hyper violentes, elles transforment le poème en une plainte déchirante. Le poète est la victime d'un amour qui le tue à petit feu. Et le refrain, qui revient à chaque fois, martèle cette idée, ce paradoxe de souffrir mais de rester dévoué. Maintenant, regardez comment Christine de Pisan, une des premières grandes autrices de notre littérature, s'empare de cette forme. Ici, ce n'est plus du tout une complainte d'amoureux soumis, c'est une contre-attaque, une défense féroce. Elle part d'un proverbe « Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage » pour accuser son amant de la calomnier. La ballade devient une arme pour se défendre, un véritable plaidoyer pour son honneur. On change complètement de ton. Allez, on quitte un instant les affaires de cœur pour entrer dans l'arène politique. Parce que oui, comme on l'a dit, la ballade, c'était aussi un moyen super efficace pour raconter des fables et critiquer la société sans en avoir l'air. Un peu comme le fera bien plus tard un certain Jean de La Fontaine. Ce tableau, il est génial. Il montre comment la ballade s'inscrit dans une très longue tradition. L'histoire des souris qui veulent mettre une clochette au cou du chat pour l'entendre arriver, elle existe depuis l'Antiquité. Mais quand Eustache Deschamps la reprend au XIVe siècle, il en fait une ballade. Et là, le refrain « Qui pendra la sonnette au chat ?» répété à la fin de chaque strophe, devient obsédant. Il martèle la question politique centrale. C'est bien d'avoir des idées, mais qui aura le courage de passer à l'acte? Et nous voilà dans notre deuxième partie, le déclin. Après un dernier coup d'éclat absolument génial et tragique avec François Villon et sa ballade des pendus, une nouvelle époque arrive, la Renaissance, et elle va faire un grand ménage. Pour la ballade, c'est le début de la fin. Le mot est lâché. Épicerie. C'est hyper méprisant. Pour les poètes de la Pléiade, comme Du Bellay, qui veulent imiter les grands auteurs de l'Antiquité grecque et latine, toutes ces formes du Moyen-Âge, c'est bon pour la poubelle. C'est jugé trop simple, pas assez noble. Ils veulent repartir de zéro, et pour ça, il faut effacer le passé. Un siècle plus tard, c'est Molière qui lui donne le coup de grâce. Dans sa pièce Les femmes savantes, il y a un personnage de poète, Trissotan, qui est prétentieux et complètement ridicule. Et devinez quelle est sa forme de poème préférée? La ballade, bien sûr. En faisant ça, Molière la ringardise complètement. La ballade devient le symbole d'une poésie démodée, d'un truc de vieux savant ennuyeux. Le résultat, pendant presque 150 ans, la ballade disparaît des radars. C'est le silence radio. Elle est vue comme une relique d'un autre âge, complètement oubliée, enterrée par les règles très strictes du classicisme. Mais l'histoire n'est pas terminée. Bien au contraire, on attaque maintenant notre troisième et dernière partie, la résurrection inattendue de la ballade au XIXe siècle grâce au mouvement romantique.
Au XIXe siècle, le regard sur le Moyen-Âge change du tout au tout. Ce n'est plus l'âge des ténèbres, barbare et grossier. Au contraire, ça devient une période fascinante, pleine de mystères, de châteaux hantés, de légendes. C'était l'ambiance parfaite, le terreau idéal pour que notre vieille ballade puisse enfin renaître de ses cendres. Et l'artisan principal de cette renaissance, le grand chef d'orchestre, c'est qui? Victor Hugo, évidemment. Très jeune, dans la préface de son recueil Odes et ballades, il annonce la couleur. Il veut retrouver la liberté et l'inspiration des poètes du Moyen-Âge pour en finir avec la rigidité des règles classiques. Mais attention, la ballade qui revient sur le devant de la scène n'est plus du tout la même. Prenez par exemple La fiancée du timbalier de Hugo. On plante le décor. Une jeune femme attend, folle de joie et d'impatience, le retour de son fiancé, qui est un musicien dans l'armée. Elle est à sa fenêtre, elle voit passer tout le défilé militaire. Le poème nous fait vivre son excitation, on entend presque son cœur battre de plus en plus fort à mesure que la fin du cortège approche. Elle imagine déjà son fiancé, magnifique sur son cheval. Et là, c'est la chute. Brutale, terrible. À la toute fin, en une seule phrase, tout bascule. Le défilé est terminé et son fiancé n'était pas là. On comprend en même temps qu'elle l'horrible vérité, il est mort au combat. C'est ce qu'on appelle un effet de chute et l'impact émotionnel est maximal. Et ça, c'est le point absolument crucial de notre analyse. La forme ballade est de retour, oui, mais sa fonction a complètement changé. Fini les codes de l'amour courtois ou la morale des fables. Elle est devenue un mini-récit, une sorte de nouvel envers, souvent dramatique, tragique ou même fantastique. C'est l'outil parfait pour raconter des histoires poignantes et créer une ambiance gothique, très à la mode chez les romantiques. Alors, si on devait synthétiser, on pourrait dire que la ballade a eu 4 grandes vies. D'abord, un chant médiéval, pour parler d'amour ou de politique. Ensuite, une forme rejetée, jugée complètement has-been. Puis, elle renaît en histoire de fantôme, à l'époque romantique. Et enfin, son héritage survit dans la musique d'aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi son secret? Comment elle a fait pour survivre à tout ça? Eh bien, le secret, il est dans son ADN musical, c'est le refrain. Cette idée de répéter le même vers encore et encore, c'est une idée de génie. Ça ancre une émotion, ça martèle une idée, et ça donne au poème un rythme hyper puissant qui fait qu'on le retient facilement. Et pour conclure, histoire de vous montrer que cette vieille dame de plus de 600 ans est loin d'être morte, cette structure couplet-refrain, ça ne vous rappelle rien? Bien sûr que si, c'est la structure de 99% des chansons que l'on écoute tous les jours. La vieille ballade médiévale, à travers toutes ses transformations, a laissé une trace indélébile et elle est finalement partout autour de nous.